le sénateur, cher Georges Patient, mesdames et messieurs les sénateurs, la France a pris des engagements environnementaux pionniers en matière énergétique qui, je pense, doivent être une fierté pour nous tous. D'abord, en initiant l'accord de Paris sur le climat que la France a porté au niveau international. Le premier bilan mondial de cet accord, réalisé lors de la COP28 à Dubaï en 2023, a conclu qu'il était nécessaire de renoncer aux combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques de manière juste, ordonnée et équitable. Le président de la République avait d'ailleurs plaidé activement pour qu'une trajectoire de sortie des énergies fossiles soit adoptée lors de cette conférence. Cette orientation est confirmée par l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport de 2021 intitulé Net Zéro en 2050. Selon elle, au-delà des projets déjà engagés en 2021, aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz ne doit être approuvé pour être exploité dans une trajectoire compatible avec la neutralité carbone, ce que nous visons pour 2050. Ensuite, en mettant en place la stratégie nationale bas carbone qui trace notre trajectoire nationale de réduction des gaz à effet de serre. La troisième version de ce document, actuellement en consultation, propose l'arrêt total de la consommation de pétrole d'ici 2045. Cette ambition implique une électrification massive de tous les usages, vous l'avez mentionné, monsieur le rapporteur, transport, logement, industrie, ainsi qu'un développement de carburants alternatifs, notamment pour nos aéronefs. Et à ce titre, elle présente un scénario réaliste et crédible pour sortir progressivement des hydrocarbures. Enfin, en adoptant en 2017 la loi dite Hulot, une des premières lois que j'ai eu l'honneur de voter et qui met fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. Cette loi est un des piliers législatifs de notre politique de transition énergétique. Et oui, vous l'avez dit, la France a été le premier pays au monde à inscrire dans la loi l'interdiction de nouvelles exploitations pétrolières ainsi que la limitation dans le temps du renouvellement des concessions d'exploitation existantes, qui ne sera plus autorisée après 2040. Je suis cohérent, j'allais dire vous aussi. À l'époque, le Sénat avait voté un amendement exemptant les territoires d'outre-mer de cette loi. Mais je l'ai votée, elle a été promulguée, et évidemment, personnellement, mais aussi au nom du gouvernement, je pense encore que nous devons la respecter. Mesdames et messieurs les sénateurs, ce cadre ambitieux porte ses fruits. La production pétrolière française a été divisée par 5 depuis la fin des années 80, et aujourd'hui, aucune exploitation offshore n'est menée dans nos eaux territoriales. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à abroger les interdictions établies par la loi Hulot pour l'outre-mer. Au regard de ces objectifs, du chemin que nous avons parcouru, ce texte me paraît sincèrement et en tout respect anachronique. Se remettre demain à forer des hydrocarbures serait, de mon point de vue, un contresens social, environnemental et, plus important peut-être encore, ne résoudrait aucun problème du territoire. Ce texte viendrait affaiblir d'abord la crédibilité de nos engagements en matière environnementale, d'abord au niveau international. La reprise de l'exploitation d'hydrocarbures est contradictoire avec tous nos engagements internationaux. Or, la politique climatique des uns influence celle des autres. Comment demander, par exemple, au Brésil et au Suriname de protéger leurs forêts ou de limiter leur développement pétrolier si nous revenons sur nos propres engagements? La France perdrait son pouvoir de conviction dans les négociations climatiques. Ensuite, vis-à-vis de nos concitoyens, un revirement alimenterait le sentiment d'inaction climatique et la défiance des citoyens envers les pouvoirs publics. Nous devons rester cohérents. Et enfin, à l'égard des entreprises, la constance de notre politique énergétique et climatique est essentielle pour permettre aux filières économiques de se projeter. Les acteurs de la transition énergétique, les investisseurs dans les énergies renouvelables, les industriels qui réorientent leur modèle productif des énergies hydrocarbures vers les énergies renouvelables ont besoin de visibilité et de stabilité réglementaire. Un changement de pied perçu comme brutal enverrait un signal négatif à tous ces acteurs qui ont pris au sérieux nos engagements et adapté leur stratégie d'investissement en conséquence. En plus d'affaiblir notre crédibilité, ce texte serait en désaccord avec notre stratégie énergétique qui n'est pas de revenir en arrière, mais d'investir dans notre avenir énergétique, y compris évidemment dans les territoires d'outre-mer. D'abord en soutenant massivement le développement d'une offre énergétique décarbonée, abordable, abondante et acceptable par tous. Je souhaite publier au plus vite la programmation pluriannuelle de l'énergie qui tracera cette trajectoire et donnera de la visibilité aux filières qui en ont besoin. Je relancerai les travaux de la programmation pluriannuelle de l'énergie pour chaque territoire d'outre-mer pour trouver des solutions adaptées à chacun, notamment le photovoltaïque en Guyane.
Ensuite, en accompagnant l'augmentation de la demande d'électricité, notamment via le lancement d'un grand plan d'électrification. D'un point de vue économique, et c'est important, toutes les explorations conduites en Guyane, notamment par différents majors pétrolières, dont notre champion national, ça a été dit d'ailleurs, aboutissent à la conclusion qu'il n'existe pas de ressources pétrolières exploitables dans des conditions économiquement viables. Ce serait donc engager des coûts importants, pour des résultats très incertains, au prix de risques environnementaux majeurs, qui plus est dans des délais extrêmement longs, puisque même en cas de découverte, aucune exploitation ne pourrait le voir le jour avant 20 ans. 10 ans d'autorisation est presque autant pour le forage, bien trop tard pour répondre à l'urgence sociale. Et de ce point de vue-là, je vous rejoins, monsieur le sénateur, économique et énergétique du territoire. On ne construit pas un modèle social solide sur un puits de pétrole incertain. On le construit sur des emplois durables, sur la forêt, sur la mer, le spatial, le tourisme et l'énergie, mais pas celle-là. Je suis convaincu que nous devons permettre à nos territoires ultramarins de se projeter dans l'avenir avec des activités à plus faible empreinte environnementale. La ministre Naïma Moutchou consacre toute son énergie, avec mon soutien, pour identifier et trouver des financements pour des projets vecteurs de développement. Votre proposition de loi évoque l'ensemble des territoires ultramarins, monsieur Patient, mais je connais votre attachement à la Guyane et je crois comprendre que c'est bien son développement qui vous préoccupe. En particulier, il me préoccupe également, et vous m'avez posé la question, l'État a-t-il un plan B ? Oui, d'abord la filière minière, responsable, qui est un exemple de moyens que nous souhaitons soutenir. Lors de son déplacement en Guyane, en février 2024, le président de la République s'est prononcé en faveur de son développement. Et nous sommes prêts à développer l'exploitation des ressources aurifères en Guyane. Les ressources y sont avérées. L'exploitation primaire est possible. L'orpaillage illégal doit être proscrit. Et je peux vous dire que sur ce point, tous les membres du gouvernement sont d'accord pour donner à la Guyane les moyens de son développement harmonieux, responsable et prospère. Et nous réaffirmons notre volonté de soutenir une filière aurifère respectueuse de la qualité de l'eau, de la biodiversité, de la préservation de la forêt équatoriale, avec l'accord des Guyanais et des parties prenantes du territoire. Et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, nous devons tout faire pour vous faciliter, cette exploitation de la part des Guyanais et des Guyanaises. Je suis le ministre des Mines et je m'engage auprès de vous, maintenant, ici, à travailler avec mes collègues de l'environnement, mais aussi des Outre-mer, pour faciliter l'exploitation des mines aurifères dans une logique responsable, durable et prospère dans votre territoire. Un autre axe important, et je terminerai par là, c'est le potentiel considérable de la Guyane en matière d'énergie renouvelable. L'énergie solaire, l'hydroélectricité, la biomasse. Ces filières, elles aussi, peuvent créer des emplois durables, contribuer à l'autonomie énergétique, s'inscrire pleinement dans notre trajectoire de décarbonation. D'autant plus, vous l'avez dit, que la Guyane est déjà un modèle d'excellence énergétique capable d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2030 et 100% d'énergie renouvelable dans son mix électrique dès 2027. Elle serait ainsi le premier département français neutre en carbone. Vous l'avez compris, le gouvernement émettra un avis défavorable sur cette proposition de loi. Mais j'espère vous en avoir convaincu, le gouvernement émet un avis favorable au développement économique, social, énergétique de la Guyane, fondé sur des ressources propres réelles qui peuvent être exploitées dans des conditions durables et prospères. Je vous remercie.